72 secondes, c'est tout le temps qu'il aura fallu pour capter, venu des profondeurs de l'espace, un signal que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer. Près de 50 ans plus tard, une étoile située à plus de 1000 années-lumière a englouti un cinquième de sa propre lumière, et personne ne sait ce qui l'a masqué. Un rocher venu d'un autre système solaire a traversé le nôtre à plus de 300 000 km/h, puis a accéléré, sans que rien ne le pousse. Et quelque part, dans le noir, une force invisible tire notre galaxie tout entière, avec des centaines d'autres, vers quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni nommer. Rien de tout cela n'est une rumeur. Tout est réel, publié, vérifié par les pairs et grand ouvert. Ce soir, nous allons traverser ensemble 12 des choses les plus étranges que les astronomes aient jamais enregistrées. Des choses qui ont brisé leur modèle, qui les ont empêchés de dormir, et qui, aujourd'hui encore, n'ont pas de réponse nette. Si vous aimez ce genre de voyage aux confins du réel, abonnez-vous à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer. Accrochez-vous. Nous allons décoller. Nous y allons. 15 août 1977, dans l'Ohio. Un radiotélescope de la taille d'un terrain de football est pointé vers le ciel, à l'écoute de tout ce qui sortirait de l'ordinaire. L'appareil fait partie d'un programme appelé SETI, la recherche d'une intelligence extraterrestre. L'idée est simple, écouter, attendre, voir si quelque chose répond. La plupart des nuits, rien ne répond. Jerry Ehman est un astronome bénévole. Son travail consiste à éplucher les feuilles de données imprimées par le télescope et à y repérer ce qui mérite d'être signalé. La machine balaie les fréquences automatiquement et imprime des colonnes de chiffres. Un signal faible reçoit un petit nombre. Un signal fort, un grand nombre. Et un signal vraiment extraordinaire reçoit une lettre. La plupart des pages ressemblent à du bruit de fond, des rangées de 1 et de 2, parfois 1-3. Puis Ehman tombe sur une page qui le glace. 6 caractères à la suite. Le signal a tellement dépassé tout ce qui l'entourait que l'ordinateur, à court de chiffres, s'est mis à utiliser des lettres. L'impression indique 6E SUJ5. Les astronomes l'appellent par la lettre du pic, au milieu. Ils l'appellent le signal « Wow », parce que c'est le mot qu'Ehman a écrit au stylo rouge dans la marge. Il l'a entouré. Il a écrit « Wow ». Puis il a posé la feuille et il a essayé de comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Le signal est arrivé sur une fréquence de 1420 MHz. Et cette fréquence compte. L'hydrogène, l'élément le plus répandu de tout l'univers, rayonne naturellement de l'énergie à cette fréquence exacte. Les scientifiques avaient théorisé depuis des décennies que toute civilisation désireuse d'envoyer un message à travers l'espace choisirait probablement celle-là, parce que n'importe quelle autre civilisation assez avancée pour écouter la connaîtrait déjà. C'est le seul canal auquel chaque astronome de l'univers penserait. Le signal était à bande étroite, c'est-à-dire serré dans une tranche très précise du spectre radio. Les sources cosmiques naturelles, elles, ont tendance à étaler leur énergie sur de nombreuses fréquences à la fois. Celui-ci restait net et propre, et cette netteté lui donnait un air délibéré. Il venait en outre de la direction de la constellation du Sagittaire, d'une portion de ciel qui pointait loin de la Terre, loin de notre système solaire, vers les étoiles au-delà. 72 secondes. Voilà combien de temps il a duré. 72 secondes, cela paraît court. Une coupure publicitaire. La moitié d'une chanson. Une attente à un feu rouge. Pour le signal Wow, 72 secondes était tout. Car ce chiffre n'était pas arbitraire. Il correspondait exactement à la durée que mettrait une source fixe et lointaine à traverser la fenêtre d'écoute d'un télescope immobile que seule la rotation de la Terre fait pivoter. Une source locale, un avion, un satellite, un parasite au sol, aurait duré plus longtemps, ou moins, ou se serait déplacé dans le mauvais sens. Le signal Wow a passé chacun de ces tests. Et son intensité a suivi une courbe en cloche presque parfaite, montant en douceur, culminant net, redescendant, exactement la forme qu'impose la géométrie d'un balayage. Les sources terrestres ne dessinent presque jamais une courbe aussi propre. Le télescope tournait avec la Terre, balayant lentement le ciel. Le signal s'est élevé, a culminé, puis s'est éteint en exactement 72 secondes, ce qui correspondait précisément à ce que produirait une source ponctuelle, fixe et lointaine, lorsque le télescope passe devant elle.
Le signal s'est comporté exactement comme devrait le faire une véritable transmission venue d'un point précis de l'espace profond. Puis il a disparu. Eman et l'équipe ont rebraqué le télescope vers cette portion de ciel. Ils l'ont scruté de nouveau. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, d'autres observatoires ont pointé leurs instruments vers les mêmes coordonnées. Ils ont écouté des heures, puis des jours. Silence. Au cours des 47 années écoulées depuis cette nuit-là, personne n'a jamais redétecté le signal « Wow ». Aucun signal semblable n'est venu de cette région du ciel. Aucun suivi, aucune répétition, aucune confirmation. Juste un pic propre, 72 secondes, puis plus rien. Les scientifiques ont confirmé la détection elle-même. La donnée est réelle. L'impression existe toujours avec l'écriture d'Eman dessus, rangée dans une archive. Mais ce qui l'a produite reste officiellement inconnu. Quelque chose, là-haut, a fait ce bruit, et nous n'avons aucune idée de quoi. Or, plus on plonge dans ce cas, plus les détails deviennent étranges. Pour comprendre pourquoi ce chiffre de 72 secondes compte autant, il faut se figurer le fonctionnement du télescope, surnommé la Grande Oreille. Il ne bougeait pas de lui-même. C'est la Terre qui bougeait. À mesure que notre planète tournait, le champ de vision du télescope balayait lentement le ciel, comme un travelling au ralenti qui ne s'arrête jamais. Tout point fixe dans l'espace devait traverser sa zone d'écoute à une vitesse prévisible. Les scientifiques avaient calculé exactement combien de temps cette dérive devait prendre. 72 secondes. Le signal « Wow » s'est élevé et retombé selon un arc parfait qui collait à ce calcul à la seconde près. Autrement dit, ce qui l'a produit se tenait immobile dans l'espace, à un point fixe, assez loin pour que la rotation de la Terre le fasse glisser dans la fenêtre d'écoute à la vitesse exacte prévue. Une source locale, quelque chose dans l'atmosphère ou en orbite, se serait comporté différemment. L'intensité du signal a même suivi une courbe en cloche parfaite, montant en douceur, culminant nettement, puis redescendant. Les sources terrestres ne font presque jamais cela. Elles vacillent, rebondissent, se brouillent. Celui-ci était propre. Les scientifiques ont vérifié les satellites, les avions, les sources radio au sol connues. Rien ne correspondait, ni à la fréquence, ni à la position, ni au moment. La fréquence elle-même ajoute une couche, 1420 MHz, se situe dans ce que les ingénieurs radio appellent le trou d'eau cosmique, une zone calme du spectre où les interférences naturelles sont faibles, coincée entre deux fréquences associées à l'hydrogène et à l'hydroxyle, les briques de l'eau. Les astronomes avaient proposé depuis des années que cette bande serait l'endroit le plus logique où émettre ou écouter, parce que toute civilisation comprenant la chimie arriverait à la même conclusion. Le signal « Wow » est apparu là, précisément là. Et maintenant, songez à ce que le signal n'a pas fait. Il ne s'est pas répété. Or, dans tous les autres cas connus de sources astrophysiques naturelles produisant un signal fort, la répétition est la norme. Les pulsars pulsant. Les magnétars éclatent encore et encore. Les quasars brillent en continu. Même les sursauts aléatoires tendent à se regrouper. Le signal « Wow » s'est déclenché une fois, une seule. Et ce point de données unique est le plus frustrant de tous, car sans répétition, les scientifiques ne peuvent ni mesurer sa position précisément, ni le vérifier avec un autre télescope, ni dire avec certitude s'il venait d'une source naturelle, technologique, ou de quelque chose entre les deux. En 2022, une équipe a publié une nouvelle hypothèse. Un nuage d'hydrogène entourant une comète, qui passait justement près de cette région du ciel en 1977, aurait pu produire quelque chose ressemblant au signal « Wow ». Le gaz d'hydrogène autour des comètes peut rayonner exactement à la bonne fréquence. Si la géométrie s'alignait et le nuage était assez dense, une source naturelle aurait pu imiter ce qu'Eman a enregistré. Mais d'autres scientifiques ont riposté avec force. Un nuage assez grand et assez dense pour produire un signal aussi propre et aussi bref, sans laisser la moindre autre trace, exige un ensemble de conditions extrêmement spécifiques. Et les balayages de suivi de la zone n'ont révélé aucun nuage d'émission d'hydrogène assez fort pour rendre compte du pic. Le débat reste ouvert. La réponse honnête, aujourd'hui, tient en trois possibilités. Une source naturelle non encore identifiée a produit un événement unique que nous avons mal interprété. Ou bien un artefact d'instrument a créé une fausse lecture. Ou bien quelque chose,
hors de la Terre, a émis un signal radio à bande étroite à la fréquence de l'hydrogène et ne l'a plus jamais réémis depuis. Les scientifiques penchent pour les deux premières. Aucun article sérieux ne retient la troisième comme conclusion. Mais les deux premières n'ont jamais été prouvées non plus. En science, la reproductibilité est tout. Une expérience que l'on peut faire, une fois mais jamais reproduire, n'est pas la preuve d'une découverte. C'est un point d'interrogation. Et le signal WOW est le plus grand point d'interrogation de l'histoire de la radioastronomie. Depuis 1977, presque chaque grand radiotélescope de la planète s'est braqué, à un moment ou un autre, sur ces coordonnées. Le réseau de télescopes Allen en Californie, le télescope de Parkes en Australie, l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico avant son effondrement, tous ont scruté cette portion de ciel. Certains y ont passé des semaines. Aucun n'a retrouvé le signal. Et il y a un détail de plus qui rend cette anomalie différente de la plupart. Le signal WOW est venu d'une direction où il n'y a aucune étoile connue, à quelques centaines d'années-lumière, qui puisse manifestement le produire. Les coordonnées pointent vers une portion de ciel quasi vide de notre voisinage galactique. Si un objet naturel l'a produit, cet objet n'a jamais été identifié. Si autre chose l'a produit, cette chose n'a plus jamais parlé. Et c'est pourquoi ce dossier reste ouvert. 47 ans de silence. Un cercle au stylo rouge sur une feuille, conservé dans une archive comme la pièce maîtresse d'un dossier jamais refermé. Et aucune explication qui mette tout le monde d'accord, même après un demi-siècle de scrutateurs penchés sur les mêmes coordonnées. Le plus étrange, c'est que le signal WOW n'est même pas la chose la plus déroutante que nous ayons captée venue de l'espace profond. Car quelques décennies plus tard, quelque chose de physique a fait son apparition dans notre propre système solaire. Quelque chose que nous pouvions voir, suivre et photographier. 19 octobre 2017. Un télescope hawaïen nommé Pan-STARRS fait ce qu'il fait toujours, balayer le ciel à la recherche d'objets qui se déplacent sur le fond des étoiles. Quelque chose a bougé. L'astronome Robert Weryk le repère le premier dans les données. L'objet s'éloignait déjà du Soleil quand il l'a trouvé. Il avait déjà fait son passage au plus près. Au moment où les humains ont su qu'il existait, la visite était presque terminée. Les scientifiques se sont précipités pour braquer dessus tous les télescopes disponibles avant qu'ils ne disparaissent. Et ce qu'ils ont vu était déroutant dès le départ. L'objet était petit, long de quelques centaines de mètres, et il culbutait en avançant, basculant bout sur bout, dans une rotation lente et irrégulière. La lumière du soleil qui s'y reflétait scintillait à mesure qu'il tournait, ce qui suggérait une forme allongée, peut-être plate, plus proche d'une crêpe ou d'un éclat que d'une sphère. Les estimations situaient sa longueur entre 400 et 800 mètres, l'équivalent de plusieurs pâtés de maison mis bout à bout. Et la vitesse à son passage au plus près du Soleil, c'est quelques 315 000 km à l'heure, est assez folle pour couvrir la distance d'un bout à l'autre d'un continent en moins d'une minute. Pour un objet interstellaire, une telle vitesse est attendue, car il faut aller vite pour franchir les distances entre les étoiles dans un temps raisonnable. Ce n'est pas la vitesse brute qui posait problème. C'est tout le reste, la forme, la poussée et la façon dont il était arrivé. Cette forme était la première étrangeté. La seconde était sa vitesse et sa trajectoire. Les scientifiques ont remonté le calcul pour retrouver d'où l'objet venait avant d'entrer dans notre système solaire. Le résultat était sans ambiguïté. Il venait de l'extérieur. Sa vitesse et son chemin étaient impossibles à expliquer s'il était né autour de notre Soleil. Il arrivait de l'espace interstellaire, faisant de lui le tout premier objet interstellaire jamais observé en train de traverser notre voisinage. Les astronomes lui ont donné une désignation officielle, mais on le connaît surtout par son surnom, Oumuamua, un mot hawaïen qui signifie à peu près « un messager venu de loin, arrivé le premier ». À son approche la plus proche du Soleil, il filait à environ 315 000 km à l'heure. Il avait accéléré en tombant vers le Soleil, puis ralentissait à mesure que la gravité le relâchait, tout cela parfaitement normal pour une trajectoire hyperbolique. Sauf une chose. Quand les scientifiques ont mesuré sa vitesse exacte et l'ont comparé à ce que la seule gravité aurait dû produire, les chiffres ne collaient pas. L'objet allait légèrement plus vite qu'il n'aurait dû.
quelque chose le poussait. Mais avant même cette poussée, il y avait une autre bizarrerie, plus subtile, dans la façon dont Oumuamua était arrivé. Tout objet voyageant entre les étoiles doit aller vite, simplement pour couvrir d'aussi vastes distances. Pourtant, quand les scientifiques ont comparé son mouvement non pas au Soleil, mais à la moyenne des étoiles voisines de notre coin de galaxie, ce que les astronomes appellent le repère local de repos, Oumuamua était presque immobile par rapport à cette moyenne au moment où notre système solaire l'a percuté. Imaginez traverser une foule en mouvement et heurter quelqu'un parfaitement immobile pendant que tous les autres avancent. Cette personne attendait là, ou bien elle occupait par hasard exactement l'endroit où vous alliez. Une équipe de Yale a calculé la probabilité qu'un objet interstellaire pris au hasard soit aussi proche de l'immobilité, et l'a décrite comme étonnamment faible. L'objet se comportait, par sa vitesse initiale, moins comme quelque chose récemment éjecté d'un autre système à grande vitesse que comme quelque chose qui aurait flotté dans l'espace interstellaire pendant très longtemps. C'est étrange. Quand une étoile éjecte un objet, celui-ci emporte d'ordinaire une bonne quantité de mouvement. Il file. Celui-ci, par rapport au voisinage, ne filait pratiquement pas. Une force supplémentaire ajoutait à sa vitesse un petit coup de pouce, faible mais mesurable. Pour une comète, ce genre de poussée a une explication. Les comètes libèrent gaz et poussière quand le Soleil chauffe leur surface glacée et ce dégazage agit comme une minuscule fusée. Les scientifiques s'attendaient à voir exactement cela. Ils l'ont cherché avec les télescopes les plus sensibles disponibles, le moindre nuage de gaz, la moindre traînée de poussière, le moindre signe de matière s'échappant de la surface. Ils n'ont rien trouvé. L'objet paraissait totalement propre. Une poussée supplémentaire, aucune source visible, et une forme comme aucune autre dans notre catalogue. Et la poussée n'était pas un à-coup unique. En suivant la position exacte d'Oumuamua avec plusieurs télescopes, les scientifiques le retrouvaient à chaque fois un peu en avance sur ce que la gravité seule prévoyait. L'écart était petit, mais constant, et il grandissait avec le temps, ce qui signifiait que la poussée était continue. Pour une comète, ce serait normal, le dégazage agissant en permanence. Mais sans le moindre gaz, sans la moindre poussière, qu'est-ce qui poussait, de façon douce et ininterrompue, un objet en train de quitter le Soleil? L'astronome de Harvard Avi Loeb a fait ce que la plupart de ses confrères n'auraient pas osé. Il l'a publié. En 2018, Loeb et son collègue ont proposé que l'accélération anormale d'Oumuamua pourrait s'expliquer si l'objet était une voile solaire, une fine feuille de matière poussée par la lumière des étoiles comme une voile par le vent. La lumière exerce une minuscule pression physique sur toute surface qu'elle frappe. Pour une feuille assez fine et assez grande, cette pression pourrait produire exactement le genre de poussée continue et sans source observée. Mais pour que cela fonctionne, l'objet devrait être extraordinairement fin et plat, bien au-delà de ce que la nature produit d'ordinaire, une fraction de millimètre d'épaisseur étalée sur des centaines de mètres. Une structure, autrement dit, quelque chose de fabriqué. Loeb n'a pas prétendu que c'était extraterrestre. Il a dit que c'était une possibilité à considérer sérieusement et que l'empressement de la communauté à l'écarter en disait plus long sur la psychologie humaine que sur les données. La réponse fut vive et largement critique. La plupart des scientifiques ont jugé que l'hypothèse de la voile exigeait trop de suppositions, que les données n'éliminaient pas les explications naturelles et que des affirmations extraordinaires réclament des preuves extraordinaires. Ce dernier point est juste. Les données ne prouvent pas une origine artificielle. Mais elles ont une propriété gênante, elles résistent à chaque explication naturelle bien rangée qu'on leur oppose. Chaque scénario propre, comète, fragment de roche, glace exotique, bute sur au moins un fait qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est cette résistance obstinée, plus qu'aucune affirmation spectaculaire, qui rend Oumuamua si difficile à classer. L'hypothèse de la glace d'hydrogène, avancée comme alternative plus propre, exige que l'objet se soit formé dans un environnement très rare, puis ait survécu intact à travers l'espace interstellaire, peut-être des millions d'années, sans s'évaporer, ce que ceux qui modélisent la glace dans l'espace jugent extrêmement difficile. Une autre équipe a proposé un fragment de planète déchiqueté par sa propre étoile,
une sorte de shrapnel cosmique. Mais les chiffres de l'accélération restent difficiles à expliquer par un simple éclat de roche sans gaz visible. Ce qui est confirmé, c'est que l'accélération était réelle, mesurée par plusieurs équipes indépendantes. L'absence de dégazage était réelle. La forme inhabituelle était réelle. Ce qui reste inconnu, c'est de quoi l'objet était fait, ce qui le poussait et d'où il venait. Oumuamua a quitté notre système solaire en 2019. Il file aujourd'hui vers la constellation de Pégase, à une vitesse qui le mènera au système stellaire le plus proche dans 10 000 ans environ. Nous n'avons aucun moyen de le suivre. Il file vers la constellation de Pégase et il faudra 10 000 ans pour qu'il atteigne le système stellaire suivant. Le premier visiteur interstellaire jamais documenté a traversé notre voisinage pendant la brève fenêtre où nous étions tout juste capables de le remarquer, et il est reparti en emportant ses réponses. Le dossier est ouvert, l'objet est parti. Et tandis que les astronomes débattaient encore d'Oumuamua, un mystère d'un tout autre genre montait autour d'une étoile bien plus proche de chez nous. Une étoile qui s'était mise à faire ce qu'aucune étoile, dans aucun manuel, n'avait jamais fait. Toute étoile faiblit quand quelque chose passe devant elle, une planète, une lune, un nuage de roches. Le creux suit un motif lisse et prévisible, une vallée parfaite tracée sur un graphique. Les astronomes s'en servent pour trouver des planètes autour d'autres étoiles. L'étoile de Tabi a brisé toutes ses attentes. Elle se trouve à environ 1500 années-lumière, dans la constellation du Cygne. Elle est à peu près 1,5 fois plus grosse que notre Soleil et brûle un peu plus chaud. Pendant l'essentiel de l'histoire que nous pouvons observer, elle s'est comportée tout à fait normalement. Puis le télescope spatial Kepler l'a fixée pendant 4 ans. Kepler était conçu pour trouver des planètes en surveillant le clignotement des étoiles. Il surveillait plus de 100 000 étoiles à la fois. Un groupe de volontaires, les chasseurs de planètes, aidait à trier l'énorme volume de données. La chercheuse Tabetha Boyajian, alors à Yale, dirigea l'équipe qui étudia la première les anomalies de cette étoile, qui prit informellement son nom. Ce que les volontaires ont trouvé ne ressemblait en rien à un transit de planète. Les baisses de luminosité étaient irrégulières. Elles survenaient à des moments imprévisibles. Certaines duraient des jours, d'autres des semaines. Elles ne se répétaient selon aucun calendrier reconnaissable. Et la profondeur des creux était stupéfiante. Une planète de la taille de Jupiter bloquerait environ 1% de la lumière d'une étoile en passant devant. L'étoile de Tabi chutait de 22%. Plus de 20 fois ce que provoquerait Jupiter. Pour saisir à quel point 22% est extrême, imaginez notre propre Soleil. Si l'on bloquait soudain plus d'un cinquième de sa lumière, la température de la Terre se mettrait à chuter en quelques semaines. Les récoltes souffriraient, les hivers s'approfondiraient, le changement serait immédiat et planétaire. Or, l'étoile de Tabi ne se contentait pas de ces creux profonds. Elle montrait aussi des baisses plus modestes, de 2 à 3%, à d'autres moments. Et sur une échelle de temps plus longue, sa luminosité globale semblait avoir décliné d'environ 3% sur toute la période d'observation. Plusieurs problèmes à la fois. Donc, des creux profonds et courts, des creux moyens irréguliers et un lent affaiblissement de fond. Chacun de ces comportements pouvait avoir une cause distincte, ou tous partageaient la même. Ce qui bloquait autant de lumière était énorme, et sa forme irrégulière et son rythme imprévisible excluaient un simple objet rond sur une orbite propre. Les scientifiques ont publié des théories aussitôt. Un essaim de comète, des débris d'une collision planétaire, un arrangement de poussière étrangement structuré. Et puis quelqu'un a dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Et si la structure qui bloquait la lumière avait été construite? L'idée s'est répandue vite. Une mégastructure, une sorte de construction artificielle entourant l'étoile, comme une immense coquille de récupération d'énergie ou un essaim de capteurs solaires, produirait exactement ce genre de creux profonds, irréguliers et non répétitifs. Un essaim de panneaux sur des orbites diverses, chacun avec sa taille et son chemin, causerait des creux de taille différentes à des moments différents, sans répétition prévisible. Cela collait aux données. Cela ressemblait aussi à l'intrigue d'un roman de science-fiction. Les scientifiques ont pris les deux au sérieux. Ils le devaient. La donnée était réelle et ils n'avaient aucune explication naturelle propre.
Alors, en 2017, l'équipe de Boyajian a lancé une campagne financée par le public pour surveiller l'étoile en temps réel et mesurer non seulement combien de lumière elle perdait, mais quelle longueur d'onde elle perdait. L'idée était de surprendre l'étoile en train de faiblir pendant que plusieurs observatoires la pointaient simultanément, afin de saisir la baisse couleur par couleur. En direct, c'était un effort mondial et coordonné pour attraper un événement dont personne ne pouvait prédire l'heure. Et quand la baisse est survenue, le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA a confirmé le résultat. L'explication la mieux étayée, c'est de la poussière répartie en grumeaux et en nuages irréguliers autour de l'étoile, bloquant sa lumière inégalement et à intervalles imprévisibles. La mégastructure rigide était écartée. Ce détail est décisif. Un objet solide, planète, roche ou structure métallique bloque toutes les longueurs d'onde de façon égale. Si une chose solide passe devant une étoile, celle-ci faiblit du même pourcentage dans toutes les couleurs. La poussière, elle, bloque davantage les courtes longueurs d'onde que les longues. Le bleu se disperse et s'absorbe plus facilement dans la poussière, le rouge passe plus aisément. Si c'est de la poussière qui bloque, l'étoile faiblit plus dans le bleu que dans le rouge. Quand l'étoile de Tabby a faibli pendant la campagne de 2017, l'équipe a mesuré les longueurs d'onde avec soin. La baisse n'était pas égale selon les couleurs. Le bleu faiblissait plus que le rouge. Le bloqueur était de la poussière. Cela écartait la mégastructure solide, qui aurait bloqué toutes les couleurs également. La donnée des longueurs d'onde a tué l'hypothèse de la structure extraterrestre. Mais elle n'a pas refermé le dossier. La poussière autour d'une étoile est un phénomène connu, mais chez les jeunes étoiles. L'étoile de Tabby n'est pas jeune. C'est une étoile d'âge mûr qui aurait déjà dû chasser ou rassembler l'essentiel de sa poussière depuis des milliards d'années. D'où vient cette poussière et pourquoi est-elle distribuée de façon si étrange demeure une véritable question ouverte. Quelque chose s'est brisé près de cette étoile. Une étoile jeune, dans ses premières centaines de millions d'années, traîne encore un disque massif de poussière et de gaz hérités de sa formation. Ces disques finissent par se dissiper, la matière s'agglomérant en planètes ou chassée par le vent stellaire. L'étoile de Tabby, elle, a déjà dépassé cette phase depuis longtemps. Pour qu'elle porte aujourd'hui une telle charge de débris, il a fallu un événement frais et énorme. La piste dominante reste la collision ou la désintégration d'un corps de la taille d'une petite planète ou d'une grosse lune, dont les fragments se sont étirés en grumeaux irréguliers le long d'une orbite, croisant notre ligne de visée à des moments imprévisibles. Les collisions planétaires sont des événements confirmés ailleurs. Notre propre lune serait née d'un impact géant. La poussière, donc, est réelle. Sa source, elle, demeure un mystère. Et il y a aussi une lente diminution de la luminosité sur des décennies, plus difficile encore à expliquer par une seule collision. En comparant les mesures de Kepler à de vieilles plaques photographiques vieilles d'un siècle, certains chercheurs ont conclu que l'étoile s'assombrissait lentement et régulièrement depuis des décennies. Une collision, elle, produirait un nuage local qui assombrirait l'étoile surtout juste après l'événement, puis de moins en moins. D'autres ont rétorqué que les vieilles plaques souffraient peut-être d'erreurs d'étalonnage et que l'affaiblissement à l'échelle du siècle pourrait n'être qu'un artefact de mesure. Le débat n'est toujours pas tranché. Mais une collision, elle, produirait un nuage local qui assombrirait l'étoile surtout juste après l'impact, puis de moins en moins, ce qui cadre mal avec un déclin lent et régulier sur un siècle. La poussière se disperse, les débris anciens se nettoient, et pourtant cette étoile, elle, semble continuer de s'éteindre. La poussière est confirmée. La source de la poussière reste un mystère. Et c'est déjà un mystère plus tranquille que ce qui vient ensuite. Car l'anomalie suivante ne concerne pas une seule étoile. Elle concerne notre galaxie entière. Deux structures colossales accrochées à elle, dont personne ne soupçonnait même l'existence jusqu'à ce qu'un télescope spatial les surprenne par accident. Pendant des décennies, les astronomes ont cartographié la Voie lactée en ondes radio, en infrarouge, en lumière visible. Ils ont catalogué ses bras spiraux, son bulbe central, ses galaxies satellites. Personne n'a vu les bulles. En 2010, le télescope spatial à rayons gamma Fermi menait un relevé de routine du ciel,
collectant les rayons gamma de très haute énergie venus de toute la galaxie. Les rayons gamma sont la forme de lumière la plus énergétique, bien au-delà de ce que l'œil humain perçoit. Quand les astronomes ont soustrait les sources connues, le bruit de fond, les pulsars, les restes de supernovas, ce qui aurait dû rester était plat, faible, sans relief. Au lieu de cela, il y avait deux lobes immenses et lumineux, l'un au-dessus du centre galactique, l'autre en dessous, parfaitement symétriques, s'étendant chacun sur environ 25 000 années-lumière. Ensemble, du haut en bas, ils s'étirent sur 50 000 années-lumière. Pour situer, le disque visible de la Voie lactée, la spirale plate des illustrations, fait environ 100 000 années-lumière de large. Ces deux bulles, empilées comme deux ballons noués au centre, couvrent la moitié de la largeur de toute la galaxie. On les appelle les bulles de Fermi. Et elles étaient là, cachées au-dessus et au-dessous du plan de la galaxie, parfaitement invisibles à tous les instruments venus avant Fermi. Leurs bords sont nets, étonnamment nets. Dans l'espace, les structures ont tendance à se brouiller et à se fondre à leurs frontières. Celles-ci ont des parois bien définies, ce qui suggère qu'elles se sont étendues rapidement et récemment, à l'échelle galactique, et que ce qui les a gonflées était assez puissant pour pousser la matière vers l'extérieur en un front propre et organisé. L'énergie qu'elles contiennent est colossale. Les scientifiques ont mesuré son équivalent à environ 100 000 explosions de supernovae. 100 000 étoiles explosant d'un coup ne suffiraient même pas tout à fait à rendre compte du bilan. Une étude détaillée a trouvé que l'émission gamma à l'intérieur des bulles montre un motif plus compatible avec des jets qu'avec un vent lent issu de nombreuses explosions séparées. La façon dont l'énergie se concentre le long de certains chemins ressemble davantage à quelque chose lancé depuis une source centrale unique. Une seconde piste vient des échos de lumière. En examinant des nuages de gaz près du centre galactique, les astronomes ont trouvé des indices que ces nuages avaient été exposés à d'énormes bouffées de rayonnement, il y a seulement quelques millions d'années, à un niveau bien supérieur à ce que le trou noir aujourd'hui tranquille pourrait produire. Comme une pièce encore tiède d'un feu déjà éteint. C'est l'un des arguments les plus forts pour une phase active récente de Sagittarius A étoile. Cela force une question difficile. Qu'est-ce qui, au centre de la Voie lactée, a pu produire autant d'énergie, l'organiser en deux lobes parfaitement symétriques, et le faire sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'un télescope spatial le saisisse par accident. Deux candidats ont émergé, et tous deux révèlent quelque chose sur le passé de notre galaxie qui était resté complètement caché jusqu'à ce jour. Car c'est là le vrai choc des bulles de Fermi. Pendant des décennies, nous avons cartographié la Voie lactée en lumière visible, en infrarouge, en ondes radio, persuadés d'en connaître la forme. Et il a suffi de regarder dans une longueur d'onde que nous ne pouvions même pas détecter depuis le sol, les rayons gamma, pour découvrir que notre propre galaxie portait, au-dessus et au-dessous de son disque, deux cicatrices colossales qu'aucun instrument antérieur n'avait jamais vues. Quelque chose d'énorme s'était produit chez nous, et nous l'ignorions. Le premier est la formation d'étoiles. Tout près du centre galactique, les étoiles naissent à un rythme inhabituel. Les jeunes étoiles massives brûlent chaud et meurent vite, explosant en supernovae et libérant d'énormes quantités d'énergie. Si ce rythme avait été encore plus élevé il y a quelques millions d'années, l'énergie combinée de milliers d'explosions stellaires aurait pu lancer la matière vers l'extérieur en un vent puissant, et ce vent, sur des millions d'années, aurait pu gonfler les deux lobes que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du sursaut de formation stellaire. Elle exige une période d'activité intense au centre dans un passé relativement récent, à l'échelle cosmique, disons les 10 derniers millions d'années. Et il existe bien des indices d'une formation d'étoiles, autrefois plus intense près du centre. La physique tient debout. Le second candidat est le trou noir supermassif Tapi, au centre exact de la Voie lactée. Les scientifiques l'appellent Sagittarius A étoile. Il concentre la masse d'environ 4 millions de soleils dans une région plus petite que notre système solaire. Aujourd'hui, il est calme, mais certains trous noirs traversent des phases actives où ils dévorent d'énormes quantités de matière et lancent des jets d'énergie, des jets capables de projeter la matière à une vitesse proche de celle de la lumière.
Si Sagittarius A étoile a traversé une telle phase il y a quelques millions d'années, ces jets auraient pu façonner les bulles. Et les indices en faveur des jets s'accumulent. Une étude de 2023 a analysé des données en rayons X autour des bulles et y a trouvé ce que les chercheurs ont décrit comme un cocon, une coque de gaz chaud, correspondant à ce qu'on attend quand un jet supersonique transperce la matière environnante et la comprime. Reste la question de la symétrie. La symétrie, dans la nature, exige une source. Quand vous laissez tomber un caillou dans l'eau immobile, les rides s'étendent en cercle parfait parce que le caillou est entré par un point central unique. Un jet de trou noir produit la symétrie plus naturellement, car ces jets partent en deux directions simultanées, droit en haut et droit en bas, le long de l'axe de rotation. Et les bords nets collent mieux à un scénario de jet, car un jet rapide enfonce un front de choc tranchant dans le gaz environnant, produisant exactement le genre de paroi propre que les bulles affichent. Le camp de la formation d'étoiles n'a pas pour autant rendu les armes. Ces modèles peuvent eux aussi reproduire des structures en cocon sous certaines conditions. La discussion continue dans les revues et les salles de conférence. Mais sur un point, tout le monde s'accorde, quelle qu'en soit la cause, l'événement fut d'une violence telle que ses séquelles restent clairement visibles aujourd'hui, des millions d'années plus tard. Ce qui est confirmé, c'est que les bulles sont la plus grande structure connue rattachée à la Voie lactée, qu'elles nous étaient invisibles jusqu'à ce que nous regardions à la bonne longueur d'onde, et que ce qui les a créées a dégagé une énergie si énorme que ces séquelles brillent encore aujourd'hui, des millions d'années après. Notre galaxie a eu un chapitre violent dans son histoire, et nous sommes encore en train de le déchiffrer. Et savoir cela rend l'anomalie suivante encore plus personnelle. Car la prochaine force de cette liste n'est pas quelque chose qui est arrivé à notre galaxie dans le passé. C'est quelque chose qui nous arrive en ce moment même. Notre galaxie bouge. Cette phrase paraît évidente, tout bouge dans l'espace. Mais le mouvement de la Voie lactée est différent. Il est dirigé. Il est rapide. Et pendant longtemps, personne n'a su où il allait, ni pourquoi. Dans les années 1980, un groupe de 7 astronomes, surnommés les 7 samouraïs, étudiait les mouvements de galaxies elliptiques sur une vaste région du ciel. Ils s'attendaient à les voir filer dans des directions variées, conformément à l'expansion générale de l'univers qui écarte tout. Au lieu de cela, ils ont trouvé que toutes les galaxies de cette région se déplaçaient ensemble, dans la même direction, comme tirées par une seule source gravitationnelle énorme. Et la Voie lactée allait dans cette direction aussi. L'attraction venait d'une région située à 150 à 250 millions d'années-lumière, dans une direction en partie masquée par la poussière et le gaz de notre propre centre galactique. Les scientifiques ont nommé la source le Grand Attracteur. Notre galaxie, avec des dizaines de voisines, se dirige vers lui à environ 600 km par seconde, soit plus de 2 millions de kilomètres à l'heure. À cette vitesse, parcourir la distance qui sépare la Terre de la Lune prendrait moins de 20 minutes. Et nous filons ainsi vers cette chose depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Songez-y un instant. Tout ce que nous avons jamais été, chaque personne qui a jamais vécu, chaque civilisation montée puis effondrée sur cette planète, a existé à l'intérieur d'une galaxie lentement tirée à travers l'espace par quelque chose de trop lointain pour être vu clairement, et de trop massif pour être entièrement cartographié. Et ce qui est presque rassurant, c'est que le Grand Attracteur n'est pas un objet unique, ni un trou noir aspirant tout autour de lui. C'est une région de masse concentrée, étalée sur des millions d'années-lumière, qui a simplement plus de gravité que ce qui l'entoure. Le vertige est dans l'échelle et la durée, pas dans un objet dramatique tapi en son centre. Et nous filons à cette vitesse, vers cette chose, depuis des milliards d'années. La gravité tire vers la masse. Donc, en regardant dans cette direction, on devrait trouver quelque chose de manifestement massif. Quand les astronomes ont enfin réussi à percer la poussière avec des télescopes à rayons X et radio, ils ont bien trouvé une structure, un superamas de galaxies, l'amas de Norma. Mais Norma, aussi énorme soit-il, ne semble pas avoir tout à fait assez de masse pour expliquer à lui seul toute la force de l'attraction. Des relevés plus profonds, en infrarouge et en radio, capables de percer la poussière mieux que la lumière visible,
ont révélé des milliers de galaxies jusque-là inconnues, tapies derrière le disque de notre propre galaxie. Certaines se regroupent dans la même région que l'attraction. Mais même en les ajoutant, le compte de masse ne se referme pas proprement. Il manque toujours quelque chose. Ce qui signifie que le grand attracteur pourrait lui-même tomber vers quelque chose de plus grand encore. En reculant davantage, en observant les mouvements des galaxies sur une bien plus vaste région, les astronomes ont découvert que le grand attracteur fait lui-même partie d'un flux plus large. Tout le superamas Laniakea, la structure colossale dont la Voie lactée n'est qu'un membre minuscule, s'écoule vers une concentration de masse encore plus lointaine, appelée la concentration de Shapley, l'une des plus grandes connues de l'univers observable. Le tableau est en couches. La Voie lactée est tirée vers le grand attracteur. Le grand attracteur est tiré vers Shapley. Chaque niveau implique plus de masse et de plus grande distance que celui d'en dessous. Le superamas Laniakea s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient une masse de l'ordre de 100 millions de milliards de soleils. La concentration de Shapley, vers laquelle tout cela s'écoule, se trouve à quelques 700 millions d'années-lumière, une région si dense en amas que son influence gravitationnelle porte à travers des distances cosmiques. Et pourtant, il faut le dire clairement, ce mouvement n'a rien de catastrophique. L'expansion de l'univers travaille en réalité contre l'attraction. À mesure que l'espace lui-même se dilate, la distance entre nous et cette région grandit, et l'expansion semble l'emporter. Selon le modèle actuel, la Voie lactée ne tombera jamais réellement dans le grand attracteur. L'expansion nous en éloigne, même tandis que la gravité nous y tire, pour l'instant. Ce qui est vraiment troublant, ce n'est donc pas un destin, c'est l'échelle et la durée. Notre planète s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. La Voie lactée, il y a plus de 10 milliards d'années. Mais le mouvement vers cette région précède tout cela, inscrit dans l'architecture à grande échelle de l'univers, façonné par des concentrations de masse qui ont commencé à se former des milliards d'années avant que le Soleil ne s'allume. Toute l'histoire de la Terre, chaque événement qui s'y est jamais produit, s'est déroulé pendant que notre galaxie dérivait en silence vers quelque chose d'énorme dont la plupart des humains n'ont jamais entendu parler. Et ce qui demeure un vrai défi, c'est de cartographier la distribution exacte de masse derrière le plan galactique, car cette bande obscurcissante, ce que les astronomes appellent la zone d'évitement, bloque encore une grande partie de ce qui se trouve dans cette direction. Il y a de la masse cachée derrière notre galaxie. Nous sentons son attraction. Nous nous dirigeons vers elle en ce moment. Et nous n'avons toujours pas dressé l'inventaire complet de ce qui s'y trouve. C'est une situation singulière. D'ordinaire, en astronomie, on voit d'abord un objet, puis on en déduit la gravité qu'il exerce. Ici, c'est l'inverse. Nous mesurons une force, claire et constante, qui agit sur des milliers de galaxies, et nous tâtonnons encore pour distinguer ce qui la produit, parce qu'un rideau de poussière et d'étoiles, notre propre Voie lactée, est tendu juste devant. Imaginez sentir une main fermement posée dans votre dos, vous poussant dans une direction précise depuis des milliards d'années, puis vous retournez pour ne trouver qu'un brouillard. Voilà, en image, ce qu'est la zone d'évitement. Le grand attracteur, c'est le trop-plein. Trop de masse, trop d'attraction dans une direction. Regardez maintenant dans la direction exactement opposée, car juste en face de toute cette densité se trouve presque l'inverse. Une région de l'espace si vide qu'elle ne devrait pas exister à cette échelle. Imaginez une carte de l'univers. À très grande échelle, les galaxies ne se dispersent pas au hasard. Elles s'alignent le long de filaments, de longs brins de matière étendue sur des millions d'années-lumière. Là où les filaments se croisent, on trouve des nœuds denses d'amas. Entre les filaments s'ouvrent les vides. Les vides sont normaux. La plupart mesurent entre 30 et 150 millions d'années-lumière. Le vide du Bouvier mesure environ 330 millions d'années-lumière, d'un bord à l'autre. Il a été découvert en 1981, quand Robert Kirshner et son équipe relevaient la distribution des galaxies dans la direction de la constellation du Bouvier. Ils s'attendaient au mélange habituel de régions denses et clairsemées. Ce qu'ils ont trouvé, c'était un trou. Une région de 330 millions d'années-lumière ne contenant presque rien. En la scrutant de plus près,
Ils y ont trouvé une poignée de galaxies, une soixantaine selon les comptages actuels, ce qui semble raisonnable jusqu'à ce qu'on le compare à ce qui devrait s'y trouver. Une région de cette taille, à la densité moyenne de l'univers, devrait contenir des milliers de galaxies. Le vide en contient environ 2%. L'univers observable contient quelques 2000 milliards de galaxies réparties sur une région d'environ 93 milliards d'années-lumière. Si elles étaient distribuées également, une région de 330 millions d'années-lumière devrait en compter des milliers. Le vide du Bouvier en compte une soixantaine. Les scientifiques l'ont relevé à plusieurs reprises depuis 1981, chaque fois avec un matériel plus puissant, et le nombre de galaxies a légèrement augmenté, d'une poignée à une soixantaine, mais le constat de base a tenu. Le vide est sincèrement, presque absurdement vide. Pour obtenir un vide de cette taille par l'évolution cosmique standard, il faudrait soit plus de temps que l'univers n'en a eu, soit des conditions de départ un peu différentes de celles que suppose le modèle, soit un tirage statistique particulièrement improbable, mais techniquement possible. Le consensus penche aujourd'hui vers la valeur aberrante, à la manière dont une longue série de faces au tirage est possible sans que la pièce soit truquée. Pour comprendre la tension, il faut se rappeler comment l'univers s'est structuré. Il a commencé comme une distribution de matière presque parfaitement lisse après le Big Bang. Sur des milliards d'années, de minuscules variations dans cette douceur ont grandi, la gravité attirant la matière en filaments et en amas, tandis que les vides se creusaient à mesure que les filaments se vidaient. Les cosmologistes savent modéliser ce processus et produire des cartes réalistes de la structure cosmique. Ces modèles prédisent des vides, mais ils ne prédisent pas, de façon fiable, un vide aussi vaste que celui du Bouvier par la seule évolution naturelle. C'est précisément cet écart entre ce que les modèles produisent confortablement et ce que le ciel nous montre qui maintient la question vivante. Mais certains chercheurs rapprochent le vide du Bouvier d'autres anomalies, la tache froide du fond diffus, la tension de Hubble, et suggèrent que, prises ensemble, ces valeurs aberrantes pourraient nous dire quelque chose sur la structure de l'univers que le modèle standard ne capture pas encore. Le vide, lui, reste simplement là, 330 millions d'années-lumière de quasi-silence, sans commentaire. Si la Voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, serait encore là. Mais la grande galaxie suivante, et celle d'après, auraient disparu. En regardant dans presque toutes les directions, nous ne verrions presque rien. Les amas de galaxies les plus proches seraient à des centaines de millions d'années-lumière, dans chaque direction. Un ciel nocturne déjà presque vide à l'œil nu serait plus désert encore. C'est un lieu de solitude cosmique à une échelle qui n'a aucun équivalent dans l'expérience humaine. Et ce n'est pas une métaphore. C'est la conséquence directe et mesurée d'un trou de 330 millions d'années-lumière creusé dans la trame des galaxies. C'est un lieu de solitude cosmique à une échelle qui n'a aucun équivalent dans l'expérience humaine. Ce qui le rend anormal, c'est précisément sa taille. Les modèles de l'évolution de l'univers après le Big Bang produisent bien des vides, mais des vides de cette ampleur se situent à la limite, voire au-delà, de ce que ces modèles expliquent confortablement. Certains cosmologistes y voient une valeur aberrante statistique, un événement rare mais naturel. D'autres sont moins à l'aise, car le vide du Bouvier n'est pas le seul à soulever ce genre d'inquiétude. La lumière met 330 millions d'années à le traverser. Il est resté là, largement vide, plus longtemps que la vie complexe n'existe sur Terre. Quand les premiers animaux sont apparus dans nos océans, la lumière entrée d'un côté du vide n'avait pas encore atteint l'autre. Voilà l'échelle de ce silence. 330 millions d'années pendant lesquelles un photon peut traverser le vide sans presque jamais croiser quoi que ce soit. Ce silence en rejoint un autre, plus ancien encore. Non plus la structure de l'univers d'aujourd'hui, mais la faible lueur du Big Bang lui-même, la plus vieille lumière de l'univers, qui porte sa propre cicatrice. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était une soupe brûlante et dense, si serrée que la lumière ne pouvait pas circuler. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, il s'est assez refroidi pour que les atomes se forment. Le brouillard s'est levé.
La lumière a jailli dans toutes les directions pour la première fois. Cette lumière ancienne voyage encore. Elle emplit le ciel entier, venue de partout à la fois, si étirée par des milliards d'années d'expansion qu'elle n'apparaît plus comme de la lumière visible, mais comme un rayonnement micro-ondes. Les astronomes l'appellent le fond diffus cosmologique. C'est la plus vieille lumière détectable, un instantané de l'univers nourrisson. Dans les années 1990, le satellite COBE a cartographié cette lumière sur tout le ciel. Une décennie plus tard, le satellite WMAP a affiné la carte, et ce qu'elle révélait était extraordinaire. Le fond diffus est presque parfaitement uniforme. La température ne varie que de minuscules fractions de degrés d'une région à l'autre. Ces variations sont des graines. Les régions un peu plus denses sont devenues, en milliards d'années, les filaments et les amas. Les régions un peu moins denses sont devenues les vides. Le motif de points chauds et froids dans la lumière ancienne épouse, avec une précision remarquable, la structure à grande échelle de l'univers moderne. Presque parfaitement. Sauf dans une région du ciel austral, dans la direction de la constellation de l'Éridan. Là, une tache du fond diffus est plus froide que tout ce qui l'entoure, nettement plus froide. Et la taille de cette tache est ce qui fait s'arrêter les astronomes. Elle s'étend sur environ 5 degrés de ciel. Tendez le poing à bout de bras, il couvre à peu près 10 degrés. La tache froide en couvre la moitié. Pour la remplir, il faudrait aligner une dizaine de pleines lunes bord à bord. Pour qu'un détail du fond diffus soit aussi grand et aussi froid, il faut une explication. La lumière ancienne a une température moyenne d'environ 2,7 Kelvin, soit 2,7 degrés à peine au-dessus du zéro absolu, le point le plus froid qui puisse exister. L'univers, en moyenne, est extraordinairement froid. Et les variations à travers le fond diffus sont plus minuscules encore, de simples fractions de millièmes de degré au-dessus ou au-dessous de la moyenne. La tache froide de l'Éridan plonge d'environ 14 centièmes de millième de degré sous la moyenne environnante en son point le plus profond. Ce nombre paraît dérisoire, et il l'est en valeur absolue. Mais il faut le comprendre en contexte. La tache n'est pas seulement sous la moyenne, elle est parmi les traits froids, les plus vastes et les plus profonds de toute la carte. Sur un ciel contenant des milliards de points de données, cette tache se détache comme l'un des éléments les plus statistiquement extrêmes. Les cosmologistes situent sa rareté entre 2 et 3 sigma, c'est-à-dire en dehors de ce que le hasard produit confortablement, mais pas assez loin pour clore le débat. Le satellite Planck a confirmé son existence à haute résolution en 2013, et de nouveau ensuite. Le trait est robuste. La tache froide est réelle. Le débat porte entièrement sur sa cause. Quand le satellite Planck a produit une carte encore plus détaillée dans les années 2010, la tache froide était toujours là, plus nette que jamais, refusant de disparaître. La question était brutale. Qu'est-ce qui a laissé cette marque sur la plus vieille lumière de l'univers ? Deux réponses très différentes ont émergé. La première fait intervenir un supervide, une région vide énorme que la lumière a dû traverser pour nous parvenir. Quand la lumière traverse un vide, elle gagne un peu d'énergie en y entrant et la reperd en ressortant. Dans un univers statique, les deux s'annulent. Mais notre univers est en expansion. Les physiciens appellent ce phénomène l'effet Sachs-Wolf intégré, et il est bien compris, confirmé dans d'autres contextes. Le temps que la lumière ressorte du vide, ce vide a légèrement grandi sous l'effet de l'expansion, si bien que le puits dont elle remonte est moins profond que celui où elle était tombée. Le temps que la lumière ressorte, le vide a légèrement grandi, et le puits de gravité dont elle remonte est moins profond que celui où elle était tombée. La lumière ressort donc avec un peu moins d'énergie et laisse une empreinte froide. L'idée du supervide était séduisante, car si une région vide énorme se trouvait entre nous et la tache froide, la lumière qui la traverse perdrait un peu d'énergie en escaladant son puits de gravité peu profond. Moins d'énergie, température plus basse. La tache froide serait alors une ombre, l'empreinte laissée par une immense région vide. Pour produire une tache de cette taille, ce supervide devrait être colossal, des centaines de millions d'années-lumière, rivalisant peut-être avec le vide du Bouvier. En 2015, une équipe en Hongrie a annoncé avoir trouvé exactement cela, un supervide dans la direction de la tache froide, large d'environ 1,8 milliard d'années-lumière.
Une équipe avait recoupé des relevés de galaxies dans cette direction et confirmé que la région en contenait nettement moins que les zones voisines. Le vide était réel, un vide d'une échelle qui défie les frontières de ce que le modèle standard prédit. Et pourtant, même avec ce supervide identifié, le calcul ne bouclait pas. Quand les astronomes ont modélisé l'empreinte froide que ce vide devrait produire, ils ont obtenu une baisse de température trop faible, d'un facteur 5 à 10. Le supervide n'explique qu'une petite fraction de la profondeur de la tâche. Pour rendre compte de tout, il faudrait un vide bien plus grand, ou un effet physique bien plus fort que ne le prédit le modèle standard. Et cette dernière option est lourde de sens, car elle suggérerait que notre modèle cosmologique se trompe légèrement sur la façon dont l'énergie noire interagit avec la structure à grande échelle. Ce serait une vraie fissure. La troisième option, plus étrange encore, est là où la tache froide devient vertigineuse. Certains physiciens ont proposé qu'elle soit une échymose, la marque laissée par une collision entre notre univers et un autre. Dans les cadres théoriques qui autorisent l'existence de nombreux univers, parfois appelés le multivers, des univers bulles voisins pourraient s'effleurer pendant leur expansion, et ce contact laisser une empreinte froide. C'est une théorie. Le multivers lui-même n'est pas confirmé, et l'idée de deux univers entrant en collision dépasse de loin tout ce qui est testable aujourd'hui. Mais l'existence de la tache froide et l'incapacité d'un supervide à l'expliquer entièrement maintient la question en vie. Et la tache froide est loin d'être la seule fissure dans notre compréhension de l'univers à grande échelle. Car à peu près au même moment, une autre crise de mesure montait, opposant directement deux groupes de scientifiques très prudents, armés de deux méthodes très différentes. L'univers est en expansion. Edwin Hubble l'a confirmé en 1929 en observant que les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Le taux de cette expansion s'appelle la constante de Hubble. En mesurer la valeur exacte permettrait de dire à quelle vitesse l'univers grandit, quel âge il a et comment il finira. Pendant des décennies, l'établir fut l'un des buts centraux de la cosmologie observationnelle. Le chiffre s'exprime en kilomètres par seconde et par mégaparsec, un mégaparsec valant environ 3,26 millions d'années-lumière. Autrement dit, la vitesse à laquelle l'espace se dilate sur de très grandes distances. Plus la distance est grande, plus l'expansion s'accumule. Mettre ce nombre au point, c'était mettre au point l'horloge et la règle de l'univers tout entier. Voilà pourquoi un désaccord persistant sur sa valeur n'est pas un détail comptable, mais une fissure qui court sous tout l'édifice. Dans les années 2010, les astronomes disposaient de deux méthodes puissantes et indépendantes. La première utilise le fond diffus cosmologique. En analysant le motif exact des variations de température de la lumière ancienne, on reconstruit la physique de l'univers primitif et l'on calcule ce que le taux d'expansion devrait être aujourd'hui. Le satellite Planck a produit la version la plus précise de cette mesure. Sa réponse, environ 67 à 68 km par seconde et par mégaparsec. La seconde méthode utilise une échelle des distances cosmiques. On mesure les distances aux objets proches par parallaxe, puis on s'en sert pour étalonner des étoiles pulsantes, les céphéides, puis les céphéides pour étalonner des étoiles en explosion, les supernovae de type Ia, assez brillantes pour être vues à des milliards d'années-lumière. Cette échelle, barreau par barreau, donne le taux d'expansion dans l'univers local. Plusieurs équipes arrivent à des valeurs groupées autour de 73 km par seconde et par mégaparsec. Deux méthodes très soignées, deux réponses différentes. L'écart paraît petit, mais les barres d'erreur sont désormais si serrées que les deux plages se chevauchent à peine, et dans certaines comparaisons, pas du tout. En statistique, on mesure un tel désaccord en sigma. La tension actuelle se situe autour de 4 à 5 sigma, ce qui, en physique des particules, suffirait à revendiquer une découverte. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble, et elle signifie une de deux choses. Soit l'une des méthodes recèle une erreur systématique que personne n'a su trouver. Soit le modèle standard de la cosmologie se trompe sur quelque chose de fondamental, et l'univers primitif et l'univers local se comportent différemment d'une façon que le modèle ne capture pas. Des dizaines d'équipes ont cherché l'erreur.
Elles ont revérifié les étalonnages des céphéides par d'autres méthodes, confirmé les distances des supernovas avec d'autres indicateurs, recoupé les résultats de Planck contre des expériences indépendantes du fond diffus. Année après année, les barres d'erreur ont rétréci. Et au lieu de se refermer, l'écart est devenu plus net. C'est l'inverse de ce qui arrive à une simple erreur de mesure, qui tend à s'évanouir quand on regarde de plus près. Celui-ci a tenu bon, vérification après vérification, ce qui est exactement la signature d'un problème réel plutôt que d'une bévue. Certaines pistes touchent à l'univers primitif, comme une forme d'énergie noire qui aurait existé brièvement, l'énergie noire précoce. D'autres touchent à l'univers local, comme l'idée que notre voisinage serait moins dense que la moyenne. Aucune n'a été confirmée, et l'écart refuse de se refermer. L'idée de l'énergie noire précoce est une proposition théorique sérieuse, avec ses équations, mais elle exige une forme d'énergie jamais détectée, apparue puis disparue exactement au bon moment de l'histoire cosmique, sans laisser de traces évidentes. L'hypothèse du vide local, elle, suppose que notre voisinage immédiat serait moins dense que la moyenne, ce qui ferait paraître les galaxies proches plus rapides qu'elles ne le sont, gonflant artificiellement la mesure locale. Les équipes ont testé les deux. Aucune ne referme la tension. Et au-delà, des propositions plus radicales pointent vers une physique entièrement nouvelle, une matière noire qui interagirait autrement que supposé, une modification des lois de la gravité à grande échelle, un changement dans la façon dont l'expansion a évolué. Car un univers ne peut pas se dilater à deux vitesses différentes en même temps. Soit nos mesures recèlent un défaut caché, soit notre modèle de l'univers en recèle un. Si c'est une erreur de mesure, alors un biais systématique se cache dans certains des outils les plus dignes de confiance de l'astronomie moderne, ceux qui mesurent les distances à travers des milliards d'années-lumière. Si c'est une erreur de modèle, alors l'univers fonctionne autrement que ne le prédit le modèle standard, baptisé lambda CDM, et toutes les conclusions bâties dessus, l'âge de l'univers, la nature de l'énergie noire, le destin de tout, doivent être revisitées. C'est ce qui fait de la tension de Hubble une vraie crise, et non une simple dispute de mesure. Une fissure dans les fondations. Et les fissures dans les fondations ne restent pas petites. Ce qui vient ensuite a commencé comme un problème de chiffres tout aussi discret. Sauf qu'au lieu d'un désaccord sur une vitesse, il a révélé que, quelque part, 40 à 50% de toute la matière ordinaire de l'univers avait disparu. Une disparition étrange. La matière n'a pas cessé d'exister. Elle devrait être là, quelque part, et nous savons à peu près combien il devrait y en avoir. Nous n'arrivons simplement pas à en trouver la majeure partie. Dans les premières minutes après le Big Bang, des réactions nucléaires ont produit un mélange précis d'hydrogène, d'hélium et de traces de lithium. Le rapport de ces éléments encode combien de matière ordinaire, celle faite de protons et de neutrons, fut créée. Les astronomes l'appellent la matière baryonique. Tout ce qui est fait d'atomes, chaque étoile, chaque planète, chaque corps humain, est de la matière baryonique. À partir des rapports d'éléments observés dans les vieux nuages de gaz et du motif gravé dans le fond diffus, les scientifiques peuvent calculer avec précision combien de baryons le Big Bang aurait dû produire. C'est un chiffre solide, ancré dans deux sources indépendantes qui s'accordent, et c'est ce qui rend le déficit si troublant. Nous ne devinons pas grossièrement combien de matière ordinaire devrait exister. Nous le savons assez bien, nous n'arrivons simplement pas à en retrouver la moitié. On peut calculer précisément combien de baryons le Big Bang aurait dû produire. Mais quand les astronomes comptent ceux qu'ils trouvent réellement aujourd'hui, dans les étoiles, les galaxies, le gaz chaud des amas, ils tombent court, largement court. Les relevés actuels rendent compte de moins de 60% des baryons qui devraient exister. Entre 40 et 50% de toute la matière ordinaire manque à l'inventaire. Attention, ce n'est pas la matière noire, qui est un problème entièrement distinct, une forme de matière inconnue qui n'interagit pas du tout avec la lumière. Les baryons manquants, eux, sont de la matière ordinaire, qui devrait briller, absorber, émettre des rayons X et apparaître dans les télescopes si elle est assez chaude ou dense. L'explication dominante est qu'il se cache dans une vaste toile de gaz extrêmement ténue et extrêmement chaude, tendue entre les galaxies à travers l'espace intergalactique.
Les scientifiques l'appellent le milieu intergalactique tiède chaud. Ce gaz serait à des températures de 100 000 à 10 millions de degrés, ce qui le ferait rayonner surtout en rayons X et en ultraviolet. Le problème, c'est qu'il est si dilué, étalé si finement sur des volumes si énormes, qu'il brille à peine. Le détecter exige de le surprendre devant une source brillante, comme un quasar lointain, et de mesurer comment il en absorbe certaines longueurs d'onde, à mesure que la lumière du quasar le traverse. C'est un peu comme repérer une vitre parfaitement transparente en remarquant la façon dont elle ternit très légèrement la lampe derrière elle. Le gaz est si ténu qu'il n'émet presque rien de lui-même, mais il laisse une signature en creux dans la lumière qu'il franchit. C'est cette signature que les astronomes traquent, source brillante après source brillante, pour reconstituer peu à peu la carte de la matière manquante. Plusieurs tentatives ont trouvé des indices de ce gaz filamentaire. En 2018, une équipe a rapporté la détection d'un pont de gaz tiède reliant deux amas de galaxies, conformes au modèle. Mais le cartographier sur tout le ciel et rendre compte de toute la matière manquante reste un travail en cours. Les baryons sont presque certainement là dehors. La physique de leur cachette a du sens. Ce qui est stupéfiant, c'est simplement l'échelle. Près de la moitié de la matière ordinaire de l'univers est, pour l'instant, hors de portée de l'observation directe. Songez à ce que cela implique. Avant même d'aborder la matière noire, cette substance inconnue qui dépasse de loin la matière ordinaire en quantité, nous butons déjà sur la moitié de la matière la plus familière qui soit, celle dont sont faits les étoiles, les planètes et nos propres corps. Nous savons qu'elle existe. Nous savons à peu près où elle se cache, et nous ne parvenons toujours pas à la pointer du doigt. Avant de prétendre comprendre le cosmos, il faudrait au moins savoir où se trouve la matière qui le compose. Et pendant que les scientifiques se débattaient avec une matière introuvable, deux sondes filaient discrètement là où elles n'auraient pas dû aller. Pioneer 10 et Pioneer 11, lancés en 1972 et 1973, furent les premières conçues pour traverser la ceinture d'astéroïdes, dépasser Jupiter et Saturne et se diriger vers l'espace interstellaire. Elles étaient remarquablement bien construites et leur trajectoire était connue avec une précision extrême, car rien, dans le vide, ne devait causer de mouvement inattendu, hormis la gravité du Soleil. Aussi, quand les équipes de suivi ont remarqué un petit écart dans la trajectoire de Pioneer 10, elles ont prêté attention. La sonde n'était pas où l'équation la plaçait. L'écart était minuscule, une fraction de milliardième de mètre par seconde au carré. Si petit qu'il n'aurait jamais compté pour la navigation, mais il comptait pour la physique, car Pioneer 10 ne suivait pas les équations. Elle subissait une minuscule accélération supplémentaire, constante, dirigée vers le Soleil, comme une main infiniment faible qui la tirait doucement en arrière. Et c'est pour cela que cet écart minuscule comptait. La gravité est l'une des forces les plus précisément testées de toute la science. Les lois de Newton et la relativité générale d'Einstein ont été vérifiées à une précision extraordinaire dans chaque test jamais mené. Quand deux sondes, parties dans des directions opposées, montrent toutes deux le même petit coup de frein vers le Soleil que les équations ne prévoient pas, on a le choix qu'entre deux conclusions inconfortables. Soit nous avions négligé quelque chose dans les sondes elles-mêmes, soit la gravité, à grande distance, ne se comportait pas tout à fait comme nous le pensions. Pendant 20 ans, personne ne sut laquelle des deux était la bonne. Quand les données de Pioneer 11 ont montré une anomalie semblable, l'affaire est devenue sérieuse. Deux sondes, partant dans des directions complètement différentes, montraient le même petit coup de frein inexpliqué. L'anomalie Pioneer a engendré 2 décennies de débats. Certains proposaient une physique nouvelle, des modifications de la gravité à grande distance. D'autres soupçonnaient quelque chose de plus simple, la chaleur. Les deux sondes portaient des sources d'énergie nucléaire qui dégageaient de la chaleur. Si cette chaleur rayonnait de façon asymétrique depuis la structure, elle produirait une minuscule poussée dans la direction opposée, une force fantôme née de la propre tiédeur de l'engin. Mais l'explication thermique était difficile à tester, car les données d'ingénierie d'origine, des années 1970 et 1980, étaient incomplètes. Une équipe dirigée par Slava Turichev a passé des années à retrouver les vieilles bandes magnétiques,
à les numériser, à écrire le logiciel pour les lire. Ce n'était pas simple. Les télémesures d'origine de Pioneer 10 et 11 dormaient en stockage depuis des décennies, enregistrées dans des formats liés à du matériel désormais obsolète. Il a fallu littéralement ressusciter des données mortes pour répondre à une question de physique fondamentale. Et c'est l'une des plus belles ironies de cette affaire, la réponse à un mystère qui flirtait avec la révolution scientifique se cachait dans des bobines oubliées, attendant qu'on prenne la peine de les lire. Et quand ils ont enfin reconstruit le modèle thermique des deux sondes à partir de zéro, le résultat a changé l'histoire. La chaleur ne rayonnait pas également dans toutes les directions. Plus de chaleur partait d'un côté que de l'autre, ce qui produisait une poussée réelle, faible, dans le sens opposé. Quand ils en ont calculé l'ampleur et la direction, cela correspondait presque exactement à l'anomalie Pioneer. Leurs résultats furent publiés en 2012. L'accélération anormale était bien réelle comme mesure, mais sa source était banale. La propre chaleur de la sonde la poussait, et les modèles d'origine ne l'avaient pas prise en compte assez soigneusement. L'anomalie était résolue. L'univers n'avait pas besoin de physique nouvelle. Mais l'affaire Pioneer a laissé quelque chose de précieux. Pas la réponse à un mystère cosmique, mais une leçon sur la façon dont la science fonctionne. Un écart qui, pendant des décennies, semblait exiger une révolution, s'est révélé être un trou dans des données d'ingénierie. L'explication exotique n'était pas nécessaire. C'est l'explication ennuyeuse qui avait raison. Et c'est une leçon précieuse, car la tentation, devant un écart qui résiste, est toujours de courir vers l'extraordinaire. L'affaire Pioneer rappelle que la patience, le retour aux données brutes, le soupçon porté d'abord sur l'instrument plutôt que sur les lois de la nature, est souvent ce qui résout vraiment un mystère. Cela ne veut pas dire que chaque anomalie cédera de la même façon, mais cela impose une discipline, écarter le banal avec rigueur avant d'invoquer le révolutionnaire. Cette leçon compte parce que toutes les anomalies de cette liste n'ont pas reçu une résolution aussi nette. L'anomalie de survol attend toujours la sienne. Quand une sonde utilise la gravité d'une planète comme une fronde, en la frôlant pour gagner de la vitesse, sa trajectoire peut être calculée avec une précision extraordinaire. La vitesse prévue avant et après la manœuvre se détermine à quelques millimètres par seconde près. Or, dans plusieurs cas, en comparant la vitesse prévue à la vitesse mesurée après le survol, les scientifiques ont trouvé un écart. La sonde repartait à une vitesse légèrement différente de celle annoncée par les équations. Les différences étaient minuscules, quelques millimètres par seconde, mais elles se répétaient sur plusieurs missions et plusieurs sondes distinctes, ce qui a transformé la petite curiosité en véritable question ouverte. Or, la manœuvre d'assistance gravitationnelle est l'un des calculs les plus testés et les plus fiables de toute l'astronautique. Les sondes Voyager s'en sont servies. Cassini aussi. New Horizons aussi. Se tromper, même légèrement, enverrait une sonde à la mauvaise destination, et ces missions ont toutes atteint la leur. La preuve que les calculs fonctionnent. Et pourtant, l'excès de vitesse était bien là, assez petit pour ne jamais gêner la navigation, mais assez grand pour apparaître dans les données radio, où l'on mesure la vitesse d'une sonde avec une précision extrême en analysant le décalage Doppler, des signaux échangés avec les stations au sol. Des millimètres par seconde, mesurés à des centaines de milliers de kilomètres. Le premier cas reconnut vint du survol de la Terre par la sonde Galileo en 1990, qui repartit avec environ 3 mm par seconde de trop. L'effet réapparut lors du survol de la sonde NEAR en 1998, le plus grand jamais enregistré, environ 13 mm par seconde, et lors de celui de Rosetta en 2005. Mais voici l'étrange, l'effet n'était pas constant, ni en ampleur, ni même en direction. Certains survols montraient un excès de vitesse, d'autres rien du tout. Le second survol de la Terre par Rosetta, par exemple, ne montra rien. Les survols de la sonde Messenger ne produisirent aucun effet mesurable non plus. Et c'est précisément cette inconstance qui rend l'anomalie de survol si difficile à théoriser. Une anomalie qui n'apparaît que parfois est plus retorse qu'une anomalie qui apparaît toujours. Elle suggère un effet réel, mais lié à des conditions précises qu'on n'a pas encore su isoler. Si le modèle inclut chaque force connue, la gravité de la Terre avec toutes les bosses de son champ,
l'attraction de la Lune, du Soleil, la pression de la lumière, et qu'il se trompe encore alors de 3 choses l'une. Soit une force connue a été mal modélisée, soit une force connue a été écartée parce qu'elle semblait trop petite pour compter, à tort. Soit il existe une force que le modèle n'inclut pas, parce qu'elle est inconnue. Les chercheurs ont méthodiquement épuisé les 2 premières options. La troisième, une force inconnue, n'est pas une chose que les physiciens avancent à la légère. Et le motif de ceux qui montraient l'anomalie et de ceux qui ne montraient rien semblait dépendre de la géométrie du survol, précisément de l'angle de la trajectoire par rapport à l'équateur terrestre. Cette dépendance géométrique est un indice, quelque chose lié à la rotation de la Terre, à sa forme, ou peut-être à la façon dont la relativité interagit avec un corps en rotation, paraît impliqué. Le candidat principal aujourd'hui est l'entraînement des référentiels, un effet prédit par la relativité générale, où un objet massif en rotation entraîne légèrement le tissu de l'espace-temps avec lui. Pour la Terre, cet effet est réel et a été mesuré par d'autres expériences. Mais qu'il rende compte de l'anomalie de survol dans son ampleur et sa géométrie observée reste irrésolu. Une équipe internationale qui a passé les preuves en revue a conclu qu'aucune explication n'avait atteint le consensus. Les mesures restent valides. L'effet reste inexpliqué. Des millimètres par seconde, mesurés avec des instruments assez précis pour suivre une sonde à des millions de kilomètres. Et toujours, après des décennies, personne ne peut dire avec certitude ce qui a causé la poussée supplémentaire. Voilà nos 12 anomalies. Le signal WOW, Oumuamua, l'étoile de Tabi, les bulles de Fermi, le grand attracteur, le vide du Bouvier, la tache froide, la tension de Hubble, les baryons manquants, l'affaire Pioneer, l'anomalie de survol. Et si vous reculez assez loin, un motif se dessine à travers toutes. Chacune se tient à la frontière entre ce que nos meilleurs instruments peuvent mesurer et ce que nos meilleurs modèles prédisent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un trait de la façon dont la science progresse. Quand un domaine est jeune, les anomalies se massent autour de l'évident et du spectaculaire. À mesure que les outils s'affinent, les anomalies simples se résolvent. Ce qui reste, ce sont celles qui se tiennent à la limite absolue de la détection et de la compréhension, celles qui exigent les mesures les plus précises pour seulement les voir. Le fait que tant d'anomalies persistantes aujourd'hui reflète quelque chose de précis sur l'endroit où en sont l'astronomie et la cosmologie. Nous vivons une ère de précision extraordinaire. Des mesures impossibles, il y a une génération, sont devenues routinières. Le satellite Planck a cartographié le fond diffus à une résolution que les astronomes d'autrefois auraient jugé relevée de la science-fiction. Le satellite Gaia a cartographié la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont ouvert un canal d'observation entièrement neuf, qui n'écoute plus la lumière, mais les tremblements de l'espace-temps lui-même. Toute cette précision a exposé des fissures que des instruments grossiers ne pouvaient tout simplement pas voir. La tension de Hubble n'est devenue une crise que parce que les barres d'erreur ont rétréci au point que les 2 valeurs, autrefois compatibles, ont cessé de se chevaucher. Les anomalies d'aujourd'hui ne sont pas le signe d'une science qui doute d'elle-même. Elles sont le signe d'une science assez précise pour voir enfin les vraies fissures du modèle. La tache froide, de même, n'est devenue un vrai problème qu'après que Planck eut cartographié le fond diffus à une résolution suffisante pour rendre sa rareté indéniable. Ce n'est pas la marque d'une science qui recule, mais d'une science enfin assez mûre pour voir les fêlures de ses propres fondations. C'est une place extraordinaire où se tenir. Chaque anomalie de cette série se tient à la même croisée des chemins. D'un côté, la possibilité de l'erreur humaine, des biais cachés, des modèles ayant omis un petit effet, des instruments un peu moins parfaits qu'on ne le croyait. De l'autre, la physique nouvelle, des lois de la nature opérant autrement que prévu. La plupart des anomalies de l'histoire des sciences se sont résolues du premier côté. L'anomalie Pioneer s'est résolue ainsi. La science a un excellent palmarès, sur le long terme, lorsqu'il s'agit d'expliquer des mystères apparents, sans réclamer de nouvelles lois fondamentales. Mais certaines anomalies se résolvent de l'autre côté. La précession de l'orbite de Mercure ressemblait à une erreur dans la gravité de Newton.
C'était en réalité un effet bien réel, expliqué seulement par la relativité générale d'Einstein, qui introduisait une physique authentiquement nouvelle. L'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998 et récompensée par le prix Nobel de physique 2011, ressembla un instant à une possible erreur de mesure. C'était bien réel, porté par ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie noire, quelque chose qui n'avait aucune place dans la physique avant cette découverte. L'histoire dit que la plupart des anomalies sont des erreurs. L'histoire dit aussi que certaines des plus grandes découvertes de la science ont commencé comme des anomalies. La tension de Hubble est la candidate la plus surveillée du moment. Si elle pointe vraiment vers une modification de la physique de l'univers primitif, alors le modèle standard de la cosmologie devrait être reconstruit jusque dans ses fondations, et chaque conclusion sur l'âge de l'univers, son avenir et la nature de l'énergie noire devrait être revisitée. Ce que toutes ces anomalies partagent, c'est un refus de s'évanouir sous l'examen. On les a regardées sous tous les angles, avec des outils toujours meilleurs, par des équipes rivales aux approches différentes. Et elles demeurent. L'univers ne cesse de répéter la même phrase. Presque. Mais pas tout à fait. Dressons l'inventaire honnête. La source du signal WOW est inconnue, aucune source naturelle confirmée, aucune répétition jamais captée. Le mécanisme de l'accélération d'Oumuamua est inconnu. L'objet a quitté le système solaire. La source de la poussière autour de l'étoile de Tabi est inconnue. L'affaiblissement à long terme disputé. L'événement exact qui a créé les bulles de Fermi est inconnu. La distribution de masse derrière le plan galactique, vers le grand attracteur, reste incomplètement cartographiée. La place du vide du Bouvier dans le modèle standard est statistiquement contestée. La tension de Hubble n'a aucune résolution acceptée, l'erreur n'a été trouvée dans aucune des deux méthodes. L'explication complète de la tache froide reste ouverte. Le recensement de la matière ordinaire n'est pas clos. L'anomalie de survol n'a aucune explication consensuelle. Ce n'est pas une liste d'échecs. C'est une liste de problèmes ouverts dans un domaine qui a accompli des progrès extraordinaires et garde devant lui une vraie frontière. Reculer encore d'un pas. Chacune de ces anomalies touche quelque chose de plus vaste que son propre mystère. Le signal WOW demande si nous sommes seuls, sans doute la plus grande question qu'une espèce consciente puisse affronter. Oumuamua demande d'où viennent les objets interstellaires et ce qu'ils transportent depuis des mondes que nous ne visiterons jamais. L'étoile de Tabi demande quelle violence façonne les systèmes planétaires. Les bulles de Fermi demandent ce que fut le passé du cœur de notre propre galaxie. Le grand attracteur et le vide du Bouvier demandent comment fut assemblée l'architecture à grande échelle de l'univers, à partir des conditions lisses qui suivirent le Big Bang. La tension de Hubble et la tache froide demandent si notre modèle fondamental de l'univers est complet. Les baryons manquants demandent si nous savons seulement où se trouve la matière ordinaire. Et les anomalies des sondes demandent à quel point nous comprenons vraiment la gravité et l'espace-temps, jusque dans notre propre arrière-cour. Chaque civilisation qui a levé les yeux vers le ciel a rencontré des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les anciens regardaient des comètes apparaître sans prévenir. Les astronomes médiévaux voyaient de nouvelles étoiles s'allumer puis s'éteindre. Chaque génération a hérité des mystères de la précédente et en a transmis de nouveaux. Les 12 anomalies de cette série sont la version de notre génération de cet héritage. Ce qui les distingue de celles des époques passées, ce n'est pas leur étrangeté, c'est la précision avec laquelle nous pouvons les décrire, et l'échelle mondiale de la communauté qui travaille dessus. Un désaccord de 4 à 5 sigma sur la constante de Hubble aurait été invisible pour les astronomes d'il y a 50 ans. Les outils n'existaient pas. Aujourd'hui, il est non seulement mesurable, mais reproductible par des équipes indépendantes sur plusieurs continents. Et la prochaine décennie sera l'une des plus productives de l'histoire. Le télescope spatial James Webb renvoie déjà des données sur des galaxies lointaines qu'aucun instrument précédent ne pouvait voir. L'observatoire Vera Rubin balayera tout le ciel austral encore et encore, attrapant des événements fugaces que les relevés passés auraient manqués. De nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles, dans l'espace, ouvriront des canaux d'observation qui n'existent pas encore. Et chaque nouveau canal, historiquement, a révélé quelque chose d'inattendu. Certaines de ces questions se refermeront.
d'autres s'approfondiront. Et presque à coup sûr, de nouvelles anomalies apparaîtront. Elles le font toujours. L'univers ne se soucie pas de savoir si nous le comprenons. Il ne coopère pas et ne fait pas obstacle. Il existe, simplement, suivant les règles qui gouvernent son comportement, produisant des signaux, des structures et des anomalies qui ne signifient rien pour lui, mais tout pour nous. C'est nous qui assignons le sens. C'est nous qui veillons tard pour regarder les données encore une fois. C'est nous qui discutons dans les revues et les conférences de la différence entre un supervide et une collision de bulles. Et c'est nous qui, chaque fois, en refermant un mystère, en trouvons 3 autres derrière. L'univers ne se cache pas par magie. Il se cache derrière nos propres limites. Et chaque progrès de nos instruments en pèle une couche de plus. La plupart des scientifiques vivants pensent que la plupart de ces anomalies finiront par se résoudre du côté de la physique connue, de meilleures mesures, des modèles plus complets. Les baryons manquants seront sans doute trouvés dans le milieu intergalactique tiède chaud. L'anomalie de survol cédera probablement à une correction relativiste que nos modèles gèrent imparfaitement. Mais la tension de Hubble empêche les physiciens de dormir, et le signal WOW garde les radioastronomes à l'écoute, parce que, très rarement, l'anomalie qui refuse de disparaître est celle qui change tout. Ce rythme, la fermeture et l'ouverture, la réponse qui révèle de nouvelles questions, durent sans interruption depuis que le premier humain a pointé du doigt quelque chose dans le ciel en demandant ce que c'était. L'univers fait à peu près 93 milliards d'années-lumière dans la région que nous pouvons observer. Il a 13,8 milliards d'années. Il contient 2000 milliards de galaxies. Et de tout cela, la fraction que nous avons cartographiée, comprise et expliquée avec confiance est sincèrement minuscule. Il y a davantage là-dehors. Il y a toujours davantage. Et chaque instrument que nous braquons un peu plus loin, chaque longueur d'onde nouvelle que nous apprenons à lire, ne fait pas que répondre à d'anciennes questions, il en ouvre de nouvelles que nous n'avions même pas supposées. Le signal WOW n'est peut-être qu'un nuage de comètes au comportement étrange, ou bien la détection la plus importante de l'histoire humaine, un coup frappé à la porte, entendu une fois, jamais réentendu. Oumuamua n'est peut-être qu'un iceberg d'hydrogène façonné par un procédé exotique, ou bien le premier messager que nous ayons jamais documenté. La tension de Hubble se dissoudra peut-être en une mesure corrigée, ou bien sera le premier signal confirmé que l'univers obéit à des règles que nous n'avons pas encore écrites. Chacune de ces possibilités est plus intéressante que la certitude, car la certitude ferme des portes. Les questions ouvertes les laissent ouvertes. Les 12 anomalies de cette série ne sont pas la fin de l'histoire, elles sont le bord de la carte. Au-delà de ce bord, l'univers continue. Et nous aussi.